ce jour du 5 janvier 1895, au nom de l'État français et du Conseil de guerre qui a unanimement déclaré coupable de haute trahison le capitaine Alfred Dreyfus et l'a condamné à la détention à perpétuité, nous déclarons le traître indigne de porter les insignes militaires. L'humiliation eut lieu dans la grande cour de l'école militaire. 4 hommes et un gradé me conduisirent au centre de la place. Un adjudant de la garde républicaine s'approcha de moi. Il arracha sans ménagement boutons, galons, tous les insignes de mon grade. S'il avait pu m'arracher la peau, me broyer les os, je crois bien qu'il l'aurait fait, avec en plus le sentiment de rendre service à sa patrie, à notre patrie. Puis, l'adjudant prit mon sabre et le brisa avec un élan d'une rare détermination. On m'obligea ensuite, l'uniforme décousu, en loques, à effectuer un tour entier de la cour, afin que le peuple que j'avais soi-disant trahi puisse me cracher à la figure. Jusqu'à la fin de mes jours, je garderai en moi les cris sauvages de cette foule. Pauvre foule aveugle que l'on était en train de tromper tout autant que moi. C'était la première fois que j'avais l'occasion d'entendre des haines se rapprocher, se répondre, se confondre, se réchauffer les unes aux autres. Terrifiant. Il y avait là, contre les grilles, dans ces gorges tendues, non pas seulement la haine contre le traître à sa patrie, ce que j'aurais finalement compris puisque l'on présentait à la foule un homme condamné pour trahison, mais toutes les haines mélangées, mon nom, mes origines, mes fréquentations, ma religion, ma famille. En quelques secondes, ma vie tomba sur le pavé de cette cour et ne devait jamais se relever vraiment. On m'a retranché du monde des vivants. Me voici maintenant à l'île du diable, avec comme seul compagnon les vagues. Dans les autres îles du salut, il paraît qu'il y a des lépreux. Eh bien, je suis traité exactement comme un lépreux. Tel un pestiféré, on me garde jour et nuit, on m'observe. On épie jusqu'à ma façon de respirer, jusqu'à mon sommeil, en espérant, je ne sais quelle fourberie de ma part, je ne sais quelle révélation. « 14 avril 1895, île du Diable. Je commence aujourd'hui le journal de ma triste et épouvantable vie. Après une traversée de 15 jours dans une cage, alors que je suis innocent, et 1 mois de réclusion dans la maison de détention des îles du Salut, on vient de me transporter à l'île du Diable. La nuit,
On me met dans un cabanon de 4 mètres sur 4, alors que je suis innocent. Impossible de dormir. J'entends gronder la mer sous ma lucarne. J'ai beaucoup hésité à prendre la plume. Mais je sentais qu'il fallait témoigner. Que même bâillonné, il fallait crier. Chaque fois que ma main s'approchait du papier, j'avais toutefois comme une répulsion. Non par peur de livrer des secrets. Quels secrets? J'avais déjà dit tout ce que je savais, c'est-à-dire rien, puisque j'ignore tout de l'affaire dont on m'accuse. Non. J'hésitais à prendre la plume parce que, comme dans un cauchemar, je revoyais le départ de toute cette macabre mascarade. La sinistre dictée du 15 octobre. Il faisait beau ce matin-là. Mon fils Pierre m'avait donné 2 baisers sur le seuil de la porte. J'avais été, soi-disant, convoqué avec d'autres de mes camarades au ministère pour une inspection de routine. On me précisait toutefois de venir en habit de ville. Cela me parut curieux. Lorsque le commandant Picard m'introduisit dans son cabinet, j'eus un étrange pressentiment. Mais pourquoi étais-je seul? Où étaient mes camarades? Puis, je fus conduit au cabinet du chef d'état-major. Le commandant du paty de Clam était là, ainsi que le chef de la sûreté et 2 autres civils. 2 civils? Mais qui étaient-ils? Comme je m'étonnais de l'absence du général de Boisdeffre, du paty de Clam me dit: Le général va venir. Mais en attendant, comme j'ai une lettre à écrire et que j'ai mal au dos, voulez-vous l'écrire pour moi? Tous les présents m'observaient de biais. Le piège avait été soigneusement préparé. Le bureau, le buvard, l'encrier. J'aurais dû me méfier. J'aurais dû remarquer la mise en scène orchestrée pour me confondre. Mais trop respectueux de l'armée, trop soucieux de me plier aux ordres d'un supérieur, j'acceptais d'écrire cette lettre, naturellement. Le commandant Picard commença alors à me dicter un texte auquel je ne compris pas grand-chose, mais je m'appliquai du mieux possible. Puis, il me fit sursauter, là, derrière mon épaule. Vous tremblez? Non? Non, je ne tremble pas. Mais pourquoi tremblerais-je? J'ai peut-être les doigts un peu engourdis à cause du froid, mais je ne tremble pas. Et je redoublai d'attention dans mon écriture, ce qui sembla l'excéder au plus haut point. Une note sur le frein hydraulique. Une note sur les troupes. Il ne quittait pas des yeux mon écriture. Puis il me fit sursauter de nouveau. Attention, grave. Mais grave? Et là encore, le mot aurait dû m'alerter. Mais comment aurais-je pu me douter une seule seconde de l'infamie qui se tramait sous mes doigts? Et je me penchai davantage sur le document que j'étais en train d'écrire, mais la main de Dupaty de Clam s'abattit sur moi. Il me semble encore sentir la pression de ses doigts sur mon épaule. Au nom de la loi, je vous arrête. Vous êtes accusé du crime de haute trahison. Article 76 du Code pénal. Quiconque aura entretenu des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères sera puni de mort. Mais je suis innocent! Le commandant du paty de Clam poussa alors doucement vers moi un revolver d'ordonnance. Il y a une solution, Dreyfus. Le suicide. Vous rendez-vous compte de toute la boue que ce scandale va soulever? Pourriez mieux en finir tout de suite. Cela éviterait de l'embarras à votre famille, de la confusion dans l'armée. Ça, jamais! Je clamerai mon innocence. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Si je meurs, on me croira coupable. Je dois vivre pour hurler la vérité. Mais je savais que l'étau venait de se refermer sur moi. Je
Je sentais déjà ces dents glacées plantées dans ma peau. Je dois vivre. Il y a 3 mois déjà que cette terrible machine a été lancée contre moi. Le procès, la mise au secret pendant 7 longues semaines, l'incarcération, à la prison du Cherche-Midi, puis à la Santé, les 12 interrogatoires de plus en plus violents. Il m'a semblé vivre tout cela comme un automate, comme si toute cette histoire arrivait à un autre que moi, comme si j'allais me réveiller et prendre ma femme dans mes bras et partir jouer avec mes enfants dans les jardins. Et dès le premier jour du procès, la presse s'est acharnée contre moi. Le Petit Journal, l'Éclair, le Petit Parisien, le Matin m'ont dénoncé comme traître. La Croix, la Libre Parole ont publié des propos antisémites afin de jeter le trouble dans les consciences. Traître, trahison, traîtrise, espion, fourberie. Des mots qui désormais vont me poursuivre. Une vie peut se briser dans un train qui déraille. On peut mourir en traversant une rue. Tout peut basculer dans un incendie. On peut périr noyé. Mais jamais, jamais, on ne pourrait s'imaginer qu'en quelques secondes au fond d'un bureau, sa propre main peut signer son arrêt de mort. L'infamie se glissant dans des mots en apparence insignifiants. « Je vais partir en manœuvre », avait écrit l'espion à la fin de son document de traîtrise. Il annonçait donc qu'il allait partir en manœuvre. Mais moi, je ne devais absolument pas partir en manœuvre. Il n'avait jamais été question de m'envoyer en manœuvre. Ce n'était donc visiblement pas moi l'auteur du bordereau. C'était pourtant facile à vérifier. Pourquoi est-ce que ni les officiers du bureau de renseignement, ni le ministre de la guerre, ni les juges militaires ne s'arrêtèrent sur ce point? Il me semble pourtant capital. 20, 30, 60 fois, le commandant du Paty-le-Clam voulut comparer les écritures. Il m'obligea sans cesse à réécrire cette phrase, tantôt debout, tantôt assis. Je vais partir en manœuvre. Tantôt ganté, tantôt lentement, je vais, puis à toute allure, partir en manœuvre. Et s'il avait osé, il m'aurait carrément demandé d'imiter de suite l'écriture du bordereau d'origine. Ce fameux document, froissé, déchiré en 4 morceaux, puis recollé, qui aurait été, soi-disant, la preuve irréfutable de mes relations d'espionnage avec l'Allemagne. De ce document, j'ignorais tout. Ce n'est que bien plus tard que j'appris qu'on avait exhumé un bordereau d'une poubelle à l'ambassade d'Allemagne. Au vu de ce morceau de papier griffonné, il sembla clair qu'un officier renseignait l'ennemi. L'enquête menée à la hâte mena jusqu'à moi. Mais pourquoi? Comment? Sur quelle preuve réelle? Aucune! Absolument aucune! La bataille des graphologues commença alors pour me confondre. Mais leurs avis ne cessaient de diverger. Qu'importe, plus rien ne pouvait déjà plus arrêter l'erreur en marche. Messieurs Gobert et Bertillon, experts, émirent 2 avis radicalement différents. Mais cela n'émut personne. Messieurs Charavet, Tessonnière et Pelletier furent nommés pour trancher. Brave Pelletier qui, lui, conclut de suite à mon innocence, mais que personne n'écouta. Le féroce Bertillon s'acharne sur moi. Quand on lui fait remarquer qu'il y a tout de même des dissemblances entre l'écriture du traître et la mienne, il ne désarme pas et il prétend que j'ai volontairement déguisé mon écriture. Dans les mots à double S, j'ai pour habitude de mettre un S long d'abord et un petit S ensuite. Dans le bordereau, c'est le contraire. Bertillon affirme que je le fais exprès. Idem pour les déliés, que je mets toujours au commencement des mots. Dans le bordereau, les déliés sont à la fin. Mais précisément, triomphe Bertillon. Le traître cherche à nous égarer. Il déguise son écriture. C'est flagrant. Mais qu'est-ce qu'il y a de flagrant dans toute cette affaire? Sinon, un acharnement inhumain, un esprit de meute. Samedi 20 avril 1895. Dire que dans notre siècle, dans un pays comme la France, imbu des idées de justice et de vérité, il puisse se passer des faits semblables. J'ai écrit au président de la République. J'ai écrit au ministre demandant la recherche de la vérité. On n'a pas le droit de laisser ainsi sombrer l'honneur d'un officier
sans autre preuve qu'une preuve d'écriture. « 22 avril 1895. Tout moisit ici par suite de ce mélange d'humidité et de chaleur. J'ai demandé hier au commandant des îles du Salut une assiette. Il m'a répondu qu'il n'en avait pas. Je suis donc obligé de manger sur du papier ou sur de vieilles plaques de tôle. Ce que j'avale ainsi de malpropreté est inimaginable, mais je résiste envers et contre tout. « 4 mai 1895. Quelle longue journée en tête-à-tête avec moi-même, sans nouvelles des miens. À chaque instant, je me demande ce qu'ils font, où en sont les recherches. La dernière lettre date du 18 février, et nous sommes en mai. Il me restait encore le plaisir de lire, mais mes livres sont en piteux état. Les bêtes y élisent domicile, les ronges y déposent leurs œufs. Les animaux pullulent dans ma case. Il y a même des araignées crabes dont la morsure est venimeuse. Et je ne parle pas des souris qui me disputent les miettes de repas. « 7 septembre 1895. Je viens de recevoir les lettres. Le coupable n'est pas encore découvert. « 29 septembre. Violente palpitation du cœur ce matin. J'étouffe. La machine lutte. Mais combien de temps durera-t-elle encore ? « 5 octobre. J'écris au président de la République comme on jette une bouteille à la mer, avec à peine l'espoir qu'elle arrive intacte jusqu'à bon port. Monsieur le président de la République, accusé, puis condamné sur une preuve d'écriture pour le crime le plus infâme qu'un soldat puisse commettre, j'ai déclaré, et je déclare encore que je n'ai pas écrit la lettre qu'on m'impute. Depuis 1 an, je lutte contre la fatalité. Je demande, je supplie qu'on fasse la lumière pleine et entière sur cette machination dont ma famille et moi sommes les malheureuses et épouvantables victimes. Lorsque j'entends les sirènes de bateau, mon cœur bondit. C'est le courrier venant de Cayenne qui arrive. Novembre 1895. Le courrier venant de Cayenne est arrivé. Le coupable n'est pas encore découvert. Journée, nuit, tout se ressemble. Je n'ouvre plus la bouche. Je ne demande même plus rien, puisqu'on a interdit à mes surveillants de me répondre. Je voudrais bien vivre jusqu'au jour de la vérité, pour pouvoir crier ma douleur, les supplices qu'on m'inflige.
Avril 1896. Une lettre de mon frère Mathieu. Courage. Nos efforts aboutiront. Nous réussirons. Ton frère, qui t'aime. Oui, Mathieu. Nos efforts aboutiront. Mais quand? Je tourne en rond comme un rat dans une cage. Septembre 1896. Je reçois une lettre de ma femme, pleine de tendresse mais si triste. Je lui réponds de suite de ne pas se laisser abattre, mais d'agir, de faire appel à tous les concours. Il s'agit de l'honneur de notre nom, de la vie de nos enfants. Puis, les événements se précipitent. Une nuit, deux hommes, empêchant la crasse de l'alcool, entrent dans ma cellule. Mais que passe-t-il? Sans ménagement, ils m'immobilisent sur ma paillasse, m'écartent les pieds, me mettent des fers aux chevilles. Mais je ne comprends pas. Depuis que je suis ici, j'ai toujours strictement observé les consignes qui m'étaient données. Je laisse à mes bourreaux leur conscience pour juge quand la vérité sera découverte. Car tôt ou tard, tout se découvre dans la vie. Et ils sont si maladroits qu'ils me blessent en m'entravant avec leurs chaînes. Ma nouvelle torture est faite de deux fers en forme de U fixés au lit, dans lesquels on glisse une barre, terminée par un cadenas. Maintenant que mes pieds sont engagés dans les deux boucles, je ne peux absolument plus bouger. Mais jusqu'où ira leur haine? Mesure de sécurité, nous résistons. Votre frère a fait courir le bruit qu'il parviendrait à vous faire évader. Les mesures de sécurité sont désormais renforcées. Mesures de sécurité? Alors que je suis déjà gardé, de jour comme de nuit, par un surveillant armé d'un revolver et d'un fusil? Non. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Cette mise au fer est une mesure de haine. Le supplice se renforce encore. Ma case était entourée d'une palissade de 2,50 mètres de hauteur, de sorte que je n'avais déjà plus ni air, ni lumière. Ils viennent de construire une deuxième palissade. Je suis comme muré vivant. Alors que je suis innocent. « 10 septembre 1896. J'écris de nouveau au président de la République. Je ne récrimine aujourd'hui contre personne. Chacun a cru agir dans la plénitude de ses droits, de sa conscience. Je déclare simplement encore une fois que je suis innocent. Et je ne demande toujours qu'une chose, toujours la même, la recherche du véritable coupable. Et le jour où la lumière sera faite, je demande qu'on reporte sur ma femme, sur mes enfants, toute la pitié que pourra inspirer une si grande infortune. Octobre 1896. L'étau se resserre encore davantage. Le ministre de Cayenne prend des dispositions pour ma mort. Si Dreyfus mourait et que vous fussiez obligé de l'immerger comme les autres forçats, de le donner aux requins, il se trouverait toujours des incrédules qui n'admettraient point sa mort et qui vous accuseraient de l'avoir laissé fuir. S'il meurt, embaumez-le et envoyez tout de suite son cadavre en France pour qu'on le voie. On commence alors à prendre la moulure de mon faciès. Je suis un vivant presque mort, ou plutôt un mort, encore un petit peu vivant, mais bien décidé malgré tout à espérer, à lutter. Mes gardiens me badigeonnent de glaise, m'étouffant, m'aveuglant, mais je n'ai même plus de colère.
Une immense pitié seulement pour ceux qui me torturent ainsi. Quel remords il se prépare. « 1897. La suspicion devient encore plus pesante sur mon dos. Les lettres de ma femme sont à présent recopiées, réécrites, par une main banale. Je prends tout cela comme un outrage supplémentaire. Ils craignent un code calligraphique entre nous, je ne sais quoi, qui semble leur faire très peur. Mais jusqu'où peut-on aller en voyant un homme? La main sur la tête pour l'enfoncer, doit-on en plus lui faire manger la base et tout ce qu'il attend? Mais courage. Le moment viendra. Il faut que mon nom, que ma famille soit lavée de cette souillure. Et je sens là, planté dans ma nuque, 2 jours comme de nuit, 2 yeux comme les 2 canons d'un même fusil, celui de la haine et celui de l'abandon. On me traite comme une bête malfaisante. Bien sûr, ces gens-là ne font que leur devoir. Mais il y a la manière. Il y a toujours la manière. Même dans la torture, il y a la manière. Elle peut parfois se confondre avec la dignité, alors ça compte la manière! Les gardiens ont reçu l'ordre de relater tous mes gestes et mes jeux de physionomie à leur hiérarchie. Chef, le détenu s'est gratté 3 fois l'oreille. Chef, il a refusé de manger. Chef, Dreyfus s'est couché sur le côté gauche au lieu du côté droit. Qu'est-ce que je dois faire? Si ce n'était cette terrible situation, je m'amuserais à leur singer n'importe quoi pour qu'ils l'interprètent et ayant référé à leur hiérarchie. Mais mon cœur n'a plus le goût à rire depuis si longtemps. Le rire, la joie, un autre monde, un autre temps. Comme nous étions heureux là-bas, en Alsace, au temps de l'adolescence, Mathieu et moi. Que d'espoir j'avais mis cette armée, que de rêves j'avais mis en elle. « 1898, 4 ans déjà. Ils sont maintenant 13 surveillants à se relayer tout autour de moi, devant, derrière, à l'intérieur de ma tête. Des sentinelles ont été placées tout autour de ma cave. Un souffle de terreur règne ici. Et que se passe-t-il là-bas à Paris? S'occupe-t-on vraiment de chercher le vrai coupable? Aucune nouvelle ne m'est transmise depuis si longtemps. Et tout mon courrier est censuré. Heureusement, de temps en temps tout de même, les petits mots de mes chers enfants m'aident encore à redresser la tête. Quand on voudrait me faire baisser la garde, faire mettre pied à terre à mes révoltes. Chéri papa, j'ai pleuré ce matin parce que tu ne reviens toujours pas. Pierrot. Papa chéri, peut-être que le mois prochain je saurai écrire tout seul. Maman m'apprend. Ton voyage est bien long. Ton petit Pierrot. Mon voyage. Papa chéri, je voudrais que tu reviennes bientôt. La petite Jeanne. Bientôt. Mais depuis quand suis-je là au fait?
Avec la lucarne obstruée et les dates arrachées sur mon courrier, j'ai fini par perdre la notion du temps. Oui, tu as raison, Pierrot. Mon curieux voyage est bien long. Mais un jour, je jure que mes enfants seront fiers du nom que je leur ai donné et qu'ils marcheront la tête haute. Et je m'endors et je vois mes enfants jouer là devant moi. Et je me réveille et je vois des rats. Je deviens fou. On devrait profiter plus de ces enfants, les aimer plus vite, plus fort. Les garder au bord des yeux, au fond du cœur, faire une provision d'amour au cas où. Et puis il y eut ce télégramme, comme un jet de lumière dans toute cette noirceur. 16 novembre 1898, j'étais en train d'apprendre par cœur les lettres de mes enfants et de ma femme. Le gouverneur, commandant supérieur des îles du Salut, informe le déporté Dreyfus que la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré recevable la demande de révision du jugement. Révision du jugement? Enfin! Ce que j'attends depuis 4 longues années! Oh, je crois bien que j'ai crié malgré mes forces terriblement diminuées. Enfin! Donc ça valait la peine d'attendre, donc il fallait continuer d'espérer, ne pas se laisser mourir. Donc le corps militaire a reconnu son erreur. Alors il va s'excuser, il va réparer. Enfin! Dans ma joie innocente, je range consciencieusement ma canne, les livres moisis, les écuelles éventrées, comme si j'allais revenir. J'éteins même ma bougie pour l'économiser. Vieux réflexe paternel. Je dis aussi adieu aux vagues qui ont hanté tellement de fois mes jours et mes nuits. J'arrive même à me dire qu'elles m'ont peut-être bercé. Je n'en veux à personne. Je suis prêt à tout pardonner. Aux vagues, aux rats, aux gardiens, aux bateaux si avares en nouvelles. Je demande l'autorisation d'emporter avec moi toutes les lettres, même celles qui ont été recopiées, censurées, amputées. Ce courrier, avec ma femme et mon frère, m'a sauvé tellement de fois de la folie que c'est un peu de ma chair qui est là-dedans. De mon histoire, qui en mon absence est devenue l'affaire et secoue la France, je ne sais absolument rien. Je suis resté en 1894, au bordereau, pièce unique au dossier. Au procès, à huis clos, à des pièces soi-disant secrètes. À la raison d'État. Moi, je crois encore en la loyauté du général de Boisdeffre. Je crois encore en la justice, envers et contre tout. Retranché du monde des vivants, des pensants, des agissants, j'ai passé près de 5 années dans les plus complètes ténèbres, avec à peine au ventre le farouche espoir que tout finirait par s'éclaircir. Et enfin, la vérité approche. Le vendredi 9 juin, 7 heures du matin, on vient me chercher à l'île du Diable. Une chaloupe me conduit jusqu'au bateau qui est amarré là. Mes yeux me brûlent, mais je parviens à lire le nom sur la coque. Le Sphinx. On me hisse à bord, je m'effondre sur le pont. La mer est mauvaise. J'ai de terribles nausées. Mon corps me lâche. 5 années de privation, de détention et de sévices m'ont condamné à devenir une carcasse. J'ai perdu dedans. Ce détail devrait me paraître dérisoire dans toute cette tourmente, et pourtant, je pense avec une infinie tristesse au regard de Lucie, ma femme,
lorsqu'il se posera sur moi. Le 18 juin, nous arrivons aux îles du Cap-Vert pour une escale de charbon. Puis, nous repartons. Ce voyage me semble durer une éternité. Que la vérité est donc longue à rejoindre. Et tout se bouscule à l'intérieur de ma tête. Comment chercherait-on à s'excuser? Comment allait-on réparer? Le 30 juin, enfin, nous fûmes en vue des côtes françaises. Après 5 années de martyrs, je revenais chercher la justice, réclamer mon dû, sans haine, mais avec fermeté et confiance tout de même en la justice de mon pays. Et je m'attendais à retrouver tous les miens, les bras tendus, tous mes camarades, les larmes aux yeux. Première désillusion. La mer étant mauvaise, impossible d'accoster. Il fallut rester jusqu'à 9 heures du soir sous une pluie battante. Je grelottais de fièvre et d'appréhension. Déjà, je pressentais que ce retour en France n'était pas celui de l'homme à qui l'on allait rendre son honneur. Personne ne me dit où j'étais, où j'allais. Je compris simplement que nous débarquions dans un port. Et lequel? Puis, on m'engouffra dans une calèche, puis dans un train, toujours sans explication. J'étais aussi ballotté dans tous ces transports successifs que dans mon destin. Enfin, on m'introduisit dans une pièce, en m'apprenant que ma femme allait venir. Après 5 ans d'absence? Mais comment l'accueillir? Est-ce que mon cœur allait tenir? Je me sentais si faible, si sale, si vieilli, si transformé. J'aurais voulu être grand, beau, courageux et plein d'ardeur. Mais c'était au-dessus de mes forces. On m'avait brisé, anéanti. Lorsqu'elle entra, je ne pus prononcer une seule parole. Elle aussi se taisait. Et nous cherchions à lire sur nos visages les traces de nos souffrances. Que de pudeur dans nos silences. Nous aurions voulu nous dire tout ce que nous avions sur le cœur. Toutes ces sensations comprimées, étouffées depuis de si longues années. Mais les mots expiraient sur nos lèvres. Nous nous touchions comme des enfants. Je n'ai jamais été un grand orateur, tu sais. Oui, je sais. Tu comprends? Oui, je comprends. Attends. Il y avait trop à dire. Il y avait eu trop à souffrir. Il nous restait à se taire, à s'imprégner de la confiance l'un dans l'autre, à se réchauffer. Un lieutenant nous observait, mais nous étions seuls au monde. Pauvre petit lieutenant d'infanterie. De quoi aurait-il pu nous voler? On nous avait déjà tout pris. Notre honneur, notre famille, et surtout des années de vie. Et j'étais là, devant ce bonheur retrouvé, des paquets d'émotions plein les bras, et pas les moyens de déficeler ces colis d'amour. C'est si difficile à dire je t'aime, quand les lèvres ont perdu leur plus simple habitude. Je n'ai jamais su dire les choses, tu sais. Oui, je sais. Alors parle, toi, parle. Glisse mes mots dans ta voix pour que je t'entende me les dire, que je te vois les croire. Tout ce temps à rattraper, Lucie. Y arriverons-nous jamais? Garde espoir. Courage. On te considère comme un héros. Comme un martyr. Mais je ne suis rien de tout cela, tu le sais bien, toi qui me connais. Je reçois plus de 1000 lettres par jour. 1000 lettres par jour, mais tu es sûr? Bien entendu. Le prince de Monaco, le Collège de France, l'Académie des sciences, des lettres venant de Suisse, d'Allemagne, d'Angleterre, l'Académie Goncourt, Anatole France, Georges Clémenceau, une levée d'hommes brutale, des hommes de toutes catégories qui ont osé élever la voix, puis le corps et leur âme tout entière, des hommes courageux qui se sont jetés dans la lutte pour le triomphe de la justice. Et qui sont ces gens? Est-ce que je les connais? Mais non, Alfred, pas tous, c'est impossible. Je te dis qu'ils sont des milliers. Des intellectuels, des savants, des chercheurs, tous ceux qui précisément savent reconnaître un faux document d'un vrai. Ils sont avec toi.
Et sache que dans cette grande spirale de solidarité, on retrouve aussi des professeurs, des artistes, et même quelques hommes d'église comme l'abbé Bichat, mais aussi des gens du peuple. Et leur témoignage à eux me va droit au cœur. Car à travers toi, c'est leur sang qu'ils font crier, c'est leur foi en la justice qu'ils veulent voir triompher. Tu ne seras plus jamais seul. Plus jamais seul, tu crois? J'ai choisi pour te défendre 2 avocats de grand talent, Maître Demange et Maître Laborie. Ils vont te sortir de là. Avec 2 hommes tels que la vérité ne peut plus rester enterrée. Elle va sortir, elle va jaillir, elle va éclabousser les plus sceptiques. Des preuves contre la Séradie, des aveux du colonel Henry avant son suicide, tout cela sera jeté à la face du monde. Ils ne peuvent plus rien contre toi. Mais de qui parles-tu? De tes ennemis, de ceux qui veulent te salir, t'anéantir. Mais je ne me connais pas d'ennemis. Mon pauvre Alfred, réveille-toi. T'as changé durant ces années. Tu as des ennemis. Il va falloir les affronter. Mais Dieu merci. Tu es en vie. Tu es là. Oui. Je suis là. Je suis en vie. Mais à quel prix et dans quel état? Pauvre Lucie. Je n'ai pas osé lui dire le courage qu'il m'a fallu pour rester vivant. Et ce courage, à quel point il a fallu aller le récurer dans chaque parcelle de mon âme, dans chaque recoin de mon corps. Non, je n'ai pas osé lui dire. Il est des douleurs qui ne se partagent pas. Le silence est parfois l'ultime preuve d'amour à donner. Ne pas attrister les seuls êtres qui pourraient compatir. Ne pas les alourdir. Non, je n'ai pas osé lui raconter à quel point mes bourreaux avaient secrètement espéré ma mort. À quel point ils avaient misé sur le climat, sur les tortures, pour se débarrasser de cet innocent gênant. Cet innocent qui, au fort de leur cauchemar, se dressera jamais devant eux. Lucie me raconta aussi la superbe lutte entreprise par Bernard Lazare, qui, persuadé de mon innocence, fit paraître une brochure intitulée « Une erreur judiciaire, l'affaire Dreyfus ». Lazare, qui tout en me défendant, précisait aussi qu'il défendait la justice et la liberté. J'appris qu'Émile Zola lui-même avait pris position et que le 13 janvier 1898, il avait fait paraître dans l'Aurore, le journal de Clémenceau, un article au titre ravageur. J'accuse. J'accuse le lieutenant-colonel du parti de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées, de s'être rendu coupable du crime de lèse-humanité et de lèse-justice. J'accuse le général de Boisdeffre et le général Gons de s'être rendus complices du même crime. J'accuse le général Depellieux et le commandant Ravary d'avoir fait une enquête scélérate. J'accuse 3 experts en écriture d'avoir fait des rapports mensongers. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable pour égarer l'opinion et couvrir leurs fautes. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. Et j'accuse le second conseil d'avoir couvert cette illégalité en commettant à son tour le crime juridique
d'acquitter sciemment un coupable. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. On ose donc me poursuivre en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends. Qu'on ose donc me poursuivre en cour d'assises. Ils ont osé. Zola, insulté, humilié, montré du doigt, oublié tous ces beaux écrits. On le traîne dans la boue sous prétexte qu'il a osé m'accorder sa confiance. Il paie de sa notoriété son refus de l'acheter. Certains vont même jusqu'à publier de faux faire-part de deuil, annonçant sa mort prochaine et vivement souhaitée. Pauvre Zola, traîné devant les tribunaux, condamné à 1 an de prison pour avoir crié la vérité. Zola, réduit à s'enfuir en Angleterre. Mais où vont les hommes? Qu'entraînent-ils à leur suite, dans leur sillage? Et qu'allons-nous laisser de grand, de beau, de lumineux, si nous ne savons même pas reconnaître la vertu, la grandeur et l'amour? Où allons-nous? Mais qu'est-ce qui nous mène vers le désastre? Où est notre sens du devoir, ce devoir qui devrait être aussi inflexible que la fatalité, exigeant comme la nécessité, impératif comme la destinée? La révision du procès a lieu début août, dans la ville de Rennes. La salle du théâtre du lycée a été transformée en tribunal. On étouffe de chaleur. Dans la salle d'audience, une grande table et des chaises ont été placées pour les juges du conseil de guerre. À droite du tribunal, en contrebas, on a placé le banc de la défense. Et devant ce banc, 2 chaises. Une pour le capitaine de gendarmerie chargé de me surveiller, et l'autre pour moi. D'autres bancs ont été placés en retrait pour la presse française et étrangère, pour les témoins et curieux privilégiés qui ont obtenu un laissez-passer. Le procès s'ouvre le lundi 7 août, dans une atmosphère de ville assiégée. Toutes les rues alentours sont gardées par des troupes à cheval ou à pied, des gendarmes partout, des officiers qui galopent, le sabre à la main. Les journaux ont fait venir leurs meilleurs collaborateurs, Barès, Prévost, Jaurès, Mirbeau. Puis, on m'introduit dans la salle d'audience. La foule est muette, debout, avide, cherchant à épier sur mon visage décharné le moindre frémissement, la moindre faille, comme si le bagne avait forcément laissé là, bien lisible, sur mon front, sur mes joues, la marque de ses dents. Mais les entailles sont à l'intérieur. Je m'emploie à les cacher de toutes mes forces. Je ne veux pas inspirer la pitié. Je ne l'ai jamais cherché. Ça, au moins, on ne pourra pas me le reprocher. Je me raidis. J'ai fait amidonner mon uniforme de capitaine d'artillerie pour me donner un semblant de carrure et que ma maigreur ne semble pas un stratagème. Le président me parle comme à travers un brouillard. Je sens que c'est ma vie qui se joue, mais les forces me manquent. Je me suis gorgé de stimulants en vain. Je ne suis pas héroïque. Je ne l'ai jamais été. Je veux simplement retrouver ma dignité et vivre comme tout le monde. Je suis innocent. Et j'aime l'armée, j'aime ma patrie, mais je me sens comme une boule de chair vivante, broyée, malaxée, ingurgitée par tous ces regards. On me voudrait héros, dominant largement la situation, mais je baisse les yeux. Ce que l'on prend pour de la sécheresse n'est que de la pudeur, et peut-être aussi un peu la peur de ne pas être à la hauteur de l'événement.
Les dépositions se succèdent et les mensonges aussi. Le général Mercier vient redire à la barre que je suis coupable. Les anciens ministres de la guerre, Biot, Chanoine et Zurliden, viennent jurer que je suis l'auteur du bordereau. Ce bordereau que le président m'exhibe. Alors, vous niez? Je sursaute à son ton féroce. Oui, mon colonel, oui, je suis innocent. Et les questions me brûlent à l'intérieur de mes tempes. Je bafouille, je perds contenance. Oui, mon colonel. Non, non, jamais, mon colonel. Je suis innocent. Et soudain, je tressaille. Colonel ou président? Et nous sommes dans un conseil de guerre, alors je devrais dire colonel. Mais nous sommes aussi dans un tribunal, alors c'est le président qui convient. Excusez-moi, je ne sais plus ce qu'il faut dire. Toutes ces années ont brutalisé ma perception des choses, la précision des mots. Oh, je manque d'air. Oh, si seulement on m'avait laissé un peu de temps pour retrouver ma santé, j'aurais pu me défendre. Et je sens que je vais défaillir. Je me crispe sur ma chaise. Seulement 20 témoins ont été cités en ma faveur, alors que 70 sont venus pour l'accusation. Mes avocats, maître Demange et maître Laborie, ne s'aiment guère. J'aurais dû voir qu'ils ne pouvaient pas ensemble me sortir de ce gouffre. Ils se tournent mentalement le dos. Et il est trop tard à présent pour envisager une défense cohérente et harmonieuse. Je le vois bien. Et mes anciens collègues viennent eux aussi déposer contre moi. Mes camarades de Polytechnique m'accablent. Ils vont jusqu'à dire qu'à 20 ans, j'avais déjà l'œil torve, des manières sournoises. Et je vois défiler devant moi tous ceux en qui j'avais mis de l'amitié. Mes compagnons de chambrée me chargent, s'accordant à déformer et à interpréter des souvenirs, à me trouver des tares, des obsessions. À l'énoncé de tout cela, la foule s'enflamme. À chaque nouveau coup de scalpel dans ma vie, la foule commente. Et tous, sans exception, déposent, en ne regardant pas un seul instant le président du jury, mais le général Mercier, comme si un seul mot d'ordre avait circulé secrètement. Il faut sauver l'armée coûte que coûte. Ne pas qu'elle sorte pure et sans faille de cette sale affaire. Le procès est interminable. Dans la rue le 14 août, un coup de feu est tiré sur maître Laborie. Mais le procès se poursuit. Il faut en finir. Et je découvre avec horreur toutes les fourberies tissées au sein même de cette armée française que j'avais placée en si haute estime. Dire que je la pensais bien au-dessus des travers habituels des hommes. J'apprends avec effarement qu'un faux a été fabriqué par le colonel Henry pour me confondre. Le cauchemar s'épaissit. Plusieurs de mes camarades diront: d'ailleurs, Dreyfus a toujours été un peu fou. D'ailleurs, même en Alsace, il a laissé une sale impression. D'ailleurs. Ah. Et je comprends, par bribes, que le vrai coupable, le commandant Esterhazy, a été démasqué en 1896, jugé, puis acquitté, qu'il a bénéficié au sein de l'armée de nombreuses protections, des intouchables. Que pouvais-je alors en face de tout cela, moi, petit Alsacien, fils d'un industriel de Mulhouse, plus jeune d'une famille de 7 enfants? Qui allait-on désigner comme coupable? Eux, qui ont la respectabilité, ou moi, qui constitue le traître idéal? J'ai perdu d'avance. Je le lis dans leurs yeux. Préserver l'armée coûte que coûte. Ne pas salir la hiérarchie. Mais moi, qui me préserve? Est-ce qu'on a hésité un seul instant à me salir, à travestir, à inventer? Est-ce qu'on a pris le temps de me regarder comme un être blessé? Mais que faut-il que je fasse pour que l'on me croie, pour que l'on m'écoute? M'effondrer en larmes? Mais je ne peux même plus pleurer. Je suis au-delà des larmes, je ne sais pas si c'est de l'autre côté. J'ai traversé le miroir du chagrin et de la pitié depuis si longtemps. Je suis
Un lambeau d'histoire que l'on met en phrase, que l'on mettra peut-être un jour en page, en livre. Puis, on appelle à la barre le général de Boisdeffre. Je reprends espoir. J'ai toujours admiré cet homme. Il va crier mon innocence, c'est certain. Il arrive. Il a beaucoup vieilli. Il fuit mon regard. Il a du mal à marcher. Il est réduit à sa propre silhouette. Si mon salut passe par lui seul, alors je me rends compte que je n'ai aucune chance de triompher. L'obscurantisme sera plus fort. Il aurait fallu un titan pour me sortir de ce gouffre. Général de Boisdeffre, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Levez la main droite et dites je jure. Je le jure. Général de Boisdeffre, nous ne vous poserons qu'une seule question. Nous vous demandons de ne répondre que par oui ou par non. D'après vous, général, le capitaine Dreyfus est-il l'auteur du bordereau? Oui. Non! Et ils sont tous venus jurer. Ils ont prêté serment. Leur voix n'a pas tremblé. Ils ont osé parler de vérité, des mensonges plein la gorge. Et je sens l'ombre de l'armée m'envahir, me noyer. Tout est fini. Je suis perdu. Le président annonce que la sentence va être prononcée et qu'il ne tolérera aucun débordement. Je me raidis. J'ai encore confiance en la justice de mon pays. On ne peut pas me condamner à nouveau. Coupable. Je suis de nouveau reconnu coupable à 5 voix contre 2. Et tout se brouille à l'intérieur de ma tête. Coupable. 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 10 ans. 10 ans de réclusion sont demandés. 10 ans de solitude, de rats, de faim, de honte, de maladie, de mort. Coupable. Avec circonstances atténuantes, est-il précisé. Mais voyez, il n'y a jamais eu de circonstances atténuantes pour un crime de haute trahison, tout le monde sait cela. Et voilà qui prouve bien que la justice trébuche sur elle-même, qu'elle s'empêtre dans ses propres contradictions. Quelles circonstances atténuantes peut-on trouver au crime d'un traître? J'étais donc coupable, mais sans l'être et tout en l'étant. Mais c'était indigne. Dès le jour de ma condamnation, je me décide à demander un pourvoi en cassation. Je n'avais pas passé 5 ans d'enfer, traversé au péril de ma vie des épreuves physiques et morales pour m'entendre à nouveau condamné à 10 ans de prison. Ça, non! Et au milieu de ce tourbillon, je me raccrochais. Pauvre fou que j'étais de croire encore tellement à la sagesse des hommes. Je me raccrochais aux 2 jurés qui ont refusé de me croire coupable. Condamné à 5 voix contre 2. Il se trouvait donc 2 hommes courageux dans tout ce marasme. 2 officiers qui ont refusé de suivre l'autorité de tout un état-major, qui ont résisté aux pressions que l'on a certainement exercées sur eux. Alors même au sein de l'armée, on peut prendre conscience, on peut rêver la démocratie. Alors peut-être que rien n'est perdu, que l'amour est plus fort que la mort. Mais c'est à eux que je dois penser désormais. Ce sont eux qui me donneront la force, le courage de croire qu'il faut continuer d'espérer. Clémenceau me soutient en écrivant dans l'Aurore « L'iniquité recule. La première fois, l'unanimité des juges a condamné Dreyfus. Maintenant, il y a 2 voix pour proclamer son innocence. Aujourd'hui, ils sont 2, et demain ils seront 3, et bientôt, tout un peuple. Pourquoi pas? Il faut poursuivre le combat. » Bien sûr, bien sûr. Il faut poursuivre le combat. Mais Dieu qu'il faut aller le chercher loin, de plus en plus loin, ce courage. Aller le récurer dans chaque parcelle de mon âme. 2 jours plus tard, mon frère Mathieu, mon cher frère,
vient m'annoncer que je pouvais bénéficier de la grâce. La grâce? Attends. La grâce te sera accordée si tu acceptes de retirer ta demande de pourvoi en cassation. J'ai eu l'impression terrible qu'un mur s'effondrait sur moi. Cette grâce, était-ce un dernier marchandage que l'on m'offrait pour mieux me perdre? Accepter cette grâce ne manquerait pas de jeter le trouble pour l'éternité sur cette affaire, car enfin il s'agit d'être clair. Ou je suis coupable et cette grâce est inespérée, ou je suis innocent et je dois me révolter contre cette proposition. Résister. Mais enfin, Mathieu, tu sais bien qu'on ne gracie que les coupables. Je ne veux pas être gracié, je veux être innocenté, ce n'est pas la même chose. Je dois exiger que mon procès soit à nouveau réouvert, pour que je sorte blanchi à tout jamais, sans aucune ombre possible. Je ne pourrai pas vivre dignement si un doute subsiste dans les consciences. Alfred, ton état de santé ne te permet guère de te lancer dans un nouveau combat. Mais enfin, Alfred, je suis innocent, c'est pas juste. Je sais. Mais tu n'as plus la force de les affronter. Regarde ce qu'ils ont fait de toi. Tu es usé. Ne t'obstine plus à te battre. Accepte ta grâce, je t'en prie. Il avait malheureusement raison. Ils avaient broyé en moi l'énergie nécessaire à les combattre. Les forces commençaient à me déserter. Ils seraient donc les grands vainqueurs de cette abominable tragédie. Et j'étais tellement amer. Et mon frère prévenant qui scrutait mon visage, brave Mathieu qui guettait ma réponse. Pense aussi à ta femme, à tes enfants, à tous les défenseurs de ta cause. La France entière s'étripe depuis 5 ans. Dreyfusard, anti-Dreyfusard, tu es devenu un Djendjekif. Les membres d'une même famille s'empoignent en ton nom. Tu n'ignores pas non plus que toute la communauté juive a les yeux braqués sur nous, sur ton destin. Pour nous qui t'aimons, tu n'as pas le droit, pas les moyens de refuser cette perche qu'on te tend. Accepte, Alfred, accepte ta grâce et tout sera classé. Par lassitude, par tristesse, par tendresse aussi pour mon frère, et par respect pour tous ceux qui m'avaient soutenu, je consentis, résigné, à accepter cette grâce. Mais dès le jour de ma libération, je fis paraître une note afin de traduire mon invincible volonté à persévérer vers la lumière. Le gouvernement de la République me rend la liberté. Elle n'est rien pour moi sans l'honneur. Dès aujourd'hui, je vais continuer à poursuivre la réparation de l'effroyable erreur judiciaire dont je suis encore victime. Je veux que la France entière sache que je suis innocent. En avril 1903, Jean Jaurès fait un splendide discours devant la Chambre des députés. Lui qui, dès 1898, avait clamé « Par la seule force de la lumière, nous vaincrons !» Lui, l'obstiné généreux de la justice, demande que mon dossier soit réouvert. Cette affaire ne cesse d'être classée, déclassée, réouverte, fermée, comme une plaie que l'on chercherait désespérément à faire cicatriser, mais qui, sous le poids du destin, se réouvrirait sans cesse. Une plaie béante pour l'éternité. En juillet 1906, après m'avoir rétabli à mon grade de capitaine, on décide de me décerner la croix de la Légion d'honneur. On m'annonce que la cérémonie aura lieu dans la grande cour de l'école militaire, exactement là où s'était accomplie, 12 ans plus tôt, l'atroce parade de dégradation. Non, je ne pourrai jamais supporter cette cérémonie du souvenir.
Je demande donc humblement que cette Légion d'honneur me soit remise dans la petite cour, avec un nombre très restreint d'invités. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, commandant Dreyfus, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. L'épée est retombée 3 fois sur mon épaule. Quelqu'un dans la foule a crié « Vive Dreyfus !» Curieusement, mon sang s'est glacé. Je murmurai « Oh non, surtout pas. Vive la République, vive la vérité, vive la liberté !» Anatole France était là, très ému, mais Bernard Lazare et Émile Zola n'avaient pas vécu assez vieux. Leur ombre planait sur la cérémonie. J'eus, pendant quelques instants devant les yeux, le visage d'Émile Zola asphyxié. Zola, victime de son courage, sa cheminée malencontreusement bouchée. Zola, étouffé par sa propre vérité. Puis, les troupes disparurent. Des mains se tendirent vers moi, des amis m'embrassèrent. Et j'étais tellement fatigué. 12 ans. Il m'avait fallu 12 ans de lutte et d'acharnement. On me disait que la chose la plus raisonnable à faire à présent, c'était d'oublier. Oublier. On évitait soigneusement de me parler du préjudice causé à ma carrière par ces 12 années de lutte. Si je n'avais pas été condamné, j'aurais été chef d'escadron depuis 4 ou 5 ans. Me reléguer comme capitaine, même décoré, m'interdisait à jamais d'atteindre les hauts grades militaires. Toute l'ambition de ma vie. Dernière pirouette macabre faite à mon destin. Pour la France, pour l'armée, l'affaire était close. La Cour de cassation m'avait entièrement réhabilité. Le pouvoir civil avait pris le pas sur le pouvoir militaire. Le pays pensait s'être racheté. Tout cela n'était finalement que l'histoire d'un officier qu'une malencontreuse erreur avait empêché de poursuivre son chemin. Mais la bête immonde est longue à mourir. Elle eut encore de nombreux soubresauts. En juin 1908, lorsqu'on transféra les cendres d'Émile Zola au Panthéon, un homme dans la foule m'ayant reconnu me tira dessus, me blessant à l'épaule. Étrangement, l'homme fut acquitté. Mais tout cela est sans importance. On continuait à me dire qu'il fallait tourner la page, oublier, continuer, qu'il me restait désormais à réapprendre à vivre. Tout simplement, vivre. Les journées passent, mais elles ne coulent plus. Elles griffent. Tout cela est fini depuis si longtemps, alors il paraît que je devrais être apaisé. Mais c'est impossible. Tandis que je vois jouer Pierre et Jeanne devant moi, tandis que Lucie prend le frais devant la fenêtre, chaque fois que ma main trace à la plume des mots recoupant par hasard ceux du bordereau, difficile, très peu de jours, responsable, je vais partir. Chaque fois je tremble. Non, non, ce n'est pas encore fini. Il me reste une dernière guerre à mener, celle contre mes cauchemars qui m'assaillent. Car aux heures les plus sombres de la nuit, quand tout le monde dort, il m'arrive encore de m'imaginer là-bas, à l'île du diable. Misérable lambeau d'histoire, accroché à son rocher tout autant qu'à la vérité. Non, ça ne sera jamais fini. Même si un haut fonctionnaire a eu l'audace de dire que l'incident était clos. L'incident. Je vais tenter de croire qu'une telle erreur ne pourra jamais se reproduire, ni dans l'armée, ni ailleurs. Je vais tenter de croire qu'un tel acharnement contre un homme n'a été que le faisceau de circonstances et d'ignorance. Je vais tenter de croire que l'homme vaut mieux que ses actes. Il m'arrive aussi de me demander, et si je m'étais appelé autrement? Y aurait-il eu une affaire? Y aurait-il eu accusation?
si j'avais porté un autre nom? Un autre nom. Un autre nom. Mais très vite, je bannais cette pensée. Qu'importe le nom, le pays, la religion. Chaque fois que l'on condamne à tort un homme, c'est l'humanité tout entière que l'on salit.